ce combat reflète assez bien votre parcours. Hein. Vous êtes né en 1975 à Dakar, d'un père malien, d'une mère sénégalo-gambienne. 3 identités à la maison. Comment vous êtes nourrie de ça, petite? Je me suis nourrie de bien plus que 3 identités, puisque à la maison, donc il y avait évidemment la culture malienne. Ma mère était restée au Sénégal à l'époque. Et puis il y avait la culture française, évidemment, puisque j'étais une petite fille française. Et puis il y avait aussi cette grand-mère qui était une Française, mais d'Indochine. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est une femme qui avait grandi au Vietnam et qui était la fille de colons. Et du coup, il y avait une sorte de melting pot culturel qui je crois, ressemble beaucoup au melting pot français post-colonial, pour le coup. Mais qu'enfant, je vivais avec beaucoup de bonheur, puisque ça voulait dire plein de nourritures différentes, des langues différentes, des physiques différents, et j'adorais cette diversité. Et quand vous êtes arrivée en France à l'âge de 4 ans avec votre père, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer? Le froid. Le froid. Le froid. Oui, je suis arrivée un mois de novembre et je me souviens de 2 choses. L'avion, donc je voyais la mer par le hublot, et puis le froid. Ce froid terrible, j'arrivais de Dakar. Et sinon, évidemment, les enfants sont toujours un petit peu, ils sont à la fois très naïfs et un petit peu cruels. Et puis, il y avait des remarques. C'était souvent suite à des émissions télévisées. Par exemple, évidemment, les sketchs de Michel Leb, lorsqu'il représentait le noir, cannibale, etc. Le lendemain, à l'école, je pouvais être sûre que j'allais me prendre des colibets. Mais bon. Et à 8 ans, votre vie bascule dramatiquement. Votre père, Mohamed Maïga, est assassiné. Il était journaliste politique, proche de Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso. Quel souvenir vous gardez de lui, comme vous l'avez perdu? Souvenir de mon père? Oui. C'était un homme à la fois solaire, qui adorait... Tous les enfants adoraient mon père. Parce que c'était quelqu'un qui parlait, qui passait vraiment du temps avec les enfants, avec ses neveux, ses nièces. C'est quelqu'un qui aimait les gens, qui était vraiment solaire. Et puis je me souviens aussi de quelqu'un de très pensif, qui pouvait rester comme ça dans le silence longtemps. Et je le revois très souvent écrire sur la table en formica, écrire ses articles avec le dictaphone et le stylo à la main. C'est vraiment des images qui restent. Est-ce que l'engagement de votre père a joué finalement aujourd'hui sur vos combats d'aujourd'hui? Je suis issue d'une famille dans laquelle il y a quand même pas mal de gens qui sont des militants et qui m'ont transmis, y compris mon père, l'idée d'abord qu'on a le droit d'avoir un regard critique, le droit d'avoir une voix et que l'action collective pour changer le monde a du sens. Quand est-ce que vous avez su que devenir comédienne pour vous relevait de l'évidence? Est-ce que vous auriez pu faire une autre carrière? J'aurais pu être journaliste, sage-femme. Pensez à ça. En fait, c'est au collège quand une prof qui s'appelle Daisy Faye, qui est devenue une amie, avait écrit une comédie musicale dans laquelle elle m'a proposé de jouer. J'ai fait ça pendant 3 ans, en dehors de mes heures de cours. Et puis, secrètement, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Mais pendant longtemps, je n'osais pas trop le dire. Pourquoi, justement? Pourquoi vous l'avez si longtemps caché? Parce que je pense que, d'abord, je venais d'une famille dans laquelle il était évident que je devais faire des études. Je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. Et puis, je pense que le fait de dire, je veux être actrice, c'est affirmer quelque chose de très fort et que je ne l'assumais pas forcément. Et quel souvenir vous gardez de votre premier grand rôle au cinéma? Je crois que c'était dans Sarah Cabo de Denis Samar. Le souvenir que j'en garde, c'est... D'abord, j'étais tellement heureuse d'avoir décroché le rôle. Il y avait évidemment très peu d'opportunités pour des comédiennes noires. C'était vraiment... Il n'y avait rien, quoi. Donc d'avoir décroché ce rôle, pour moi, c'était une victoire. Et c'était aussi... Ça me donnait un signal, quoi. Comme quoi, je ne m'étais pas trompée de voix et que peut-être ça pouvait marcher. Et puis, ça a été une collaboration très forte avec Richard Bohringer, Yvan Attal et puis évidemment Denis Amar, le réalisateur. Est-ce que des fois, vous avez eu envie d'arrêter ce métier? Oui. Des moments où c'était trop dur, oui. Tout ce qu'on a dit J'ai eu envie d'arrêter une fois, au tout début de mon parcours, quand pendant 1 an, j'avais pas de casting, alors que toutes mes copines blanches avaient plein de castings chaque semaine. Et que je me disais, je vais pas y arriver, c'est mort. Et puis, à un moment, j'ai eu 2 castings dans la même semaine. Je me suis dit, ah, ça y est, ça repart. T'as bien fait d'y croire. Et puis, les deux, c'était des rôles vraiment clichés, stéréotypés, avec vraiment un regard sur les femmes noires qui était vraiment dégradant. Et donc, je me rappelle en avoir parlé à Félicité Ouassi, qui est une actrice magnifique, que j'adore. Et puis, elle a écouté ma complainte. Je lui ai dit que j'allais arrêter parce que
je faisais ce métier aussi parce que j'avais des convictions, des idéaux et que j'avais l'impression que j'allais devoir les trahir. Puis elle m'a dit, Aïssa, tu sais, c'est sur la longueur. Et ça a forcé mon respect parce que je me suis dit, voilà, d'autres sont passés là avant moi, ont lutté pour essayer d'imposer quelque chose sans se trahir. Et du coup, ça m'a redonné le souffle. Et non, pour moi, il n'est pas du tout question d'arrêter. Il est plutôt question... Non, j'ai plein de projets, plein d'envies. Merci beaucoup, Aïssa Maïga, d'avoir accepté notre invitation.